Bonsoir à tous et bienvenue au Club Le Figaro International. Le 7 octobre 2023, il y a donc exactement un an, des commandos du Hamas infiltrés en Israël perpétraient le pire massacre qu'ait jamais connu ce pays, une litanie d'atrocités qui a enclenché une spirale funeste de violence et de guerre dans toute la région. Alors un an après, où en est-on à Gaza ? Israël, qui a fait la démonstration de sa puissance militaire, est-il vraiment plus en sécurité ? Et qu'en est-il du reste du monde entre le risque d'un embrasement régional et la position ambiguë des Occidentaux? Autant de questions dont nous allons débattre sans plus attendre avec mes invités. Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Votre dernier livre est paru ce 4 octobre au Seuil, sous le titre « Le livre noir de Gaza ». Il dresse un état des lieux à travers la compilation des rapports d'ONG et des enquêtes indépendantes sur la situation de ce territoire qui, il faut le rappeler, est fermé aux journalistes depuis un an. Dominique Moisy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de cette émission, politologue, géopoliticien, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, chroniqueur pour de nombreux titres français et anglo-saxons. Vous avez enseigné au King's College de Londres, à Harvard, à Sciences Po Paris, j'en passe. Vous êtes l'auteur de livres devenus des classiques, comme La géopolitique de l'émotion. Et votre dernier ouvrage prolonge cette réflexion à la lumière des bouleversements actuels. Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir, aux éditions Robert Laffont. J'ajoute que vous signez ce matin dans Les Échos une chronique sur le 7 octobre, titrée « Du pogrom à une crise régionale ». Presque régionale. À une guerre presque régionale. À une guerre presque régionale. Jean-Marc Gonin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef et grand reporter au Figaro Magazine, après être passé par Libération et l'Express notamment. Vous arpentez la planète depuis quelques décennies, on va dire, et vous connaissez bien la région dont nous allons parler ce soir. Cyril Louis, bonsoir. Vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem. Vous êtes retourné en reportage en Israël après les événements du 7 octobre dernier. Alors justement, on va commencer par se rappeler ce qui s'est passé le 7 octobre, cette attaque terroriste atroce, il faut le dire, ponctuée de viols, de massacres d'enfants et de vieillards. 1200 victimes israéliennes, 251 otages, dont 107 sont toujours à Gaza et dont 35 sont présumés morts. 2 Français parmi eux. Est-ce qu'on a bien mesuré en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, en France, l'impact du traumatisme qu'a créé cet événement du 7 octobre? Dominique Moisy, peut-être. Alors, je crois qu'il y a une manifestation d'empathie immédiate, oui, forte, qui va s'atténuer avec le temps, au moment où les images de Gaza vont prendre le pas sur celles très rares du 7 octobre. Mais pour répondre à votre question, je dirais que finalement, non. On n'a pas réalisé. Je crois qu'à aucun moment, on ne s'est demandé ce que représentaient 1200 personnes pour un pays de moins de 10 millions d'habitants. Qu'est-ce que ça aurait été pour la France? Ouais. Qu'est-ce que ça représentait pour les États-Unis? Donc, je crois que non. Une des raisons de la situation dans laquelle Israël se trouve aujourd'hui, c'est bien entendu la politique menée par Benjamin Netanyahou, mais c'est aussi le fait que c'est resté abstrait dans la conscience du monde après des réactions immédiates. Et je crois que quand on voit ce qui se passe sur les campus américains, quand on voit ce qui se passe dans les rues européennes, je pense qu'une des interprétations, c'est précisément le fait qu'on n'a pas réalisé la barbarie absolue de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il ne s'agissait pas seulement d'un mouvement de libération, il s'agissait d'une explosion de haine.
Agnès Levallois, vous partagez cet avis? Il y a eu de l'effroi, mais qui est très vite dissipé? Il y a eu de l'effroi, il y a eu de l'empathie, je crois quand même. Oui, c'est ce que vous avez dit, absolument. Une vraie empathie face à l'horreur de ce qui s'est passé, face aux témoignages quand même qui ont été publiés, qui ont été relayés pour montrer justement à quel point ce qui s'était passé a été absolument épouvantable, au point qu'on n'arrivait même pas à trouver les mots pour pouvoir décrire ce qui se passait. Et c'est vrai qu'au fil des semaines, quand on a vu l'ampleur de la riposte israélienne sur la bande de Gaza, eh bien c'est vrai que ces images, en fait, sont venues pas du tout camouflées. Un drame chasse l'autre, une horreur chasse l'autre. Il y a eu le sentiment que là, on était rentré dans une autre phase et qui faisait complètement basculer aussi ce qui se passait dans la région. Et donc, il y avait quand même régulièrement des rappels, heureusement, de ce qui s'était passé le 7 octobre, parce qu'il ne s'agit évidemment pas d'oublier, il n'est pas possible d'oublier ce qui s'est passé, mais je crois qu'au fur et à mesure des semaines et des mois qui sont passés, avec le nombre de victimes palestiniennes qui a augmenté au fur et à mesure, eh bien, il y a eu les deux. J'allais dire, ces deux drames qui se sont retrouvés, j'allais dire, à devoir réagir face à ces deux drames, et donc donnant le sentiment, et c'est toujours ça qui est terrible dans ces récits, chacun voyant le récit de l'autre ou ne voulant pas voir le récit de l'autre, et donc le sentiment pour beaucoup d'Israéliens ou de Juifs en France ou à travers le monde qu'on avait oublié ce qui s'est passé, et de l'autre côté le sentiment qu'on ne parlait que des victimes de ce massacre du 7 octobre et pas assez des victimes palestiniennes. Et là on est vraiment, j'allais dire, au cœur de ce conflit, à savoir de cette incompréhension. Chacun estime que l'autre ne comprend pas ce qu'il vit. Mais on va venir, bien sûr, à la riposte à Gaza. Mais Cyril Louis, vous avez interrogé beaucoup de gens juste après le 7 octobre. Comment vous décririez l'impact profond que ça a dans la psyché des Israéliens, y compris un an après? C'est précisément très difficile à décrire et à saisir, et je pense que c'est l'une des clés de l'incompréhension qui se généralise depuis un an. Moi, ce qui m'a frappé au tout début, c'est que les autorités israéliennes et la société civile ont bien compris le risque de voir le trauma israélien dissipé, recouvert par celui des Palestiniens à mesure qu'on réalisait quelle allait être l'ampleur de l'opération militaire israélienne à Gaza, des destructions. Et les autorités israéliennes ont eu le souci vite de montrer, de raconter aussi bien ce qui s'était passé dans les kibboutz, dans la ville de Sderot. De documenter le massacre. De documenter le massacre, de montrer, de faire parler les médecins légistes, les premiers secouristes qui étaient intervenus sur les scènes de crime, aux journalistes, pour que l'ampleur de cette tragédie soit documentée de façon aussi précise que possible. Et pour autant, le trauma, je ne suis pas sûr qu'on le mesure vraiment. Et à mon avis, ça se répercute dans le fait que quand on essaye d'expliquer la brutalité de la riposte israélienne, notamment dans la bande de Gaza, on a tous tendance à avoir recours à une clé de lecture simple qui est de dire Netanyahou fait la guerre et poursuit la guerre et intensifie la guerre parce qu'il y va de sa survie politique. Et c'est certainement un élément de lecture et d'interprétation important. Mais en même temps, Netanyahou n'est pas seul. D'une part, lui et sa coalition, y compris la composante la plus à droite, ont été élus par les Israéliens. Et puis d'autre part, il y a une partie significative de l'opinion israélienne qui considère qu'il faut détruire, quoi que ça puisse signifier, le Hamas, détruire le Hezbollah. Et c'est une des clés, à mon avis, de lecture de cette fuite en avant martiale à laquelle on assiste depuis un an, sans très bien savoir jusqu'où elle peut mener et surtout où elle pourrait s'arrêter. On va essayer d'en parler tout à l'heure. Jean-Marc Gonin, sur ce point-là, sur le fait que d'abord, la société israélienne nous paraît, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui au Liban, quand même plus divisée sur la façon dont le pays a répondu à Gaza, mène cette guerre, de facto fait passer le sort des otages un peu derrière les buts purement militaires de Tsahal à Gaza. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que côté israélien, on a accès à des sources, aux victimes, on entend leur voix, et c'est vrai que côté palestinien, c'est moins le cas.
Oui, vous avez raison. Mais sur le trauma israélien, les otages restent quelque chose. On peut toujours dire effectivement que un an après, toujours plus de 100 otages. Un an après, il y a plus d'une centaine d'otages. C'est une antienne qu'on entend dans le pays. Il y a des manifestations régulières, il y a des familles qui s'expriment. Ce matin, les médias étaient pleins de témoignages, de témoignages de ces familles. Donc, on ne peut pas dire que le chapitre a été clos le chapitre de l'émotion israélienne a été clos par ce qui s'est passé à Gaza. Il reste quand même une souffrance et cette espèce de cette douleur lancinante d'avoir ces otages. Et apparemment, Netanyahou est beaucoup accusé à l'intérieur d'Israël d'avoir mis son mouchoir sur les otages pour continuer son opération militaire, quoi qu'il advienne. L'autre chose qui me paraît importante dans le trauma israélien, c'est que l'invincibilité israélienne a été tout d'un coup, ce sentiment d'invulnérabilité a été mis en cause. C'est-à-dire que là, il y a eu quelque chose... Ce que vous écrivez dans votre chronique ce matin, Dominique Moisy. Et en plus, quand on connaît l'endroit, Gaza a été clôturé, surveillé, filmé, écouté, et néanmoins, échec total du... C'était vraiment un chaudron, un couvercle posé sur le chaudron, et on pensait que c'était... C'était impensable. Ouais. C'était impensable. Et ça a joué d'ailleurs, même du point de vue mondial. Israël était quand même cet État super puissant, qui a un renseignement exceptionnel, et qui paraissait inattaquable. Et c'est peut-être la frontière, on n'appelle pas ça une frontière, mais la ligne de démarcation la plus surveillée, qui a craqué. Dominique Moisy, un an après, les Israéliens se divisent même sur les commémorations, puisqu'on a vu que la commémoration officielle était pratiquement préenregistrée, quasiment sans public, et que les familles des otages ont organisé leur propre cérémonie distincte et ne voulaient pas être récupérées par le pouvoir de Benjamin Netanyahou. C'est quand même assez exceptionnel, un an après un drame pareil, que le pays, finalement, n'arrive pas à s'unir, même pour les cérémonies de commémoration. Est-ce que ça vous surprend ? C'est tragique, mais c'est la réalité. Je crois qu'elle se sent triplement trahie par le gouvernement, qui clairement n'a pas fait de la question des otages sa priorité, par le monde. On revient à votre première question, qui ne semble pas faire preuve d'une empathie à la hauteur de leur souffrance, mais aussi j'étais frappé par une phrase que j'ai lue il y a quelques jours d'un Israélien qui disait « Je hais le Hamas parce qu'il a obligé mes enfants à tuer des enfants palestiniens. » Et donc il y avait une sorte de rejet de cette déshumanisation qui s'est installée dans cette partie du monde. Désormais réciproque. Bien sûr, mais il le dit très clairement. Je hais le Hamas qui a poussé mes enfants à tuer des enfants palestiniens. Et je crois que ce point est absolument central. On est dans un univers qui est devenu toujours plus obscien. L'homme est un loup pour l'homme, où toute considération de modération, de nuance, semble avoir été éliminée. Et je crois que pour les Israéliens, ce qui s'est passé en particulier depuis les 3 dernières semaines est une sorte de rattrapage. Ils avaient failli le 7 octobre. C'était même leur contrat existentiel avec les citoyens israéliens et globalement le peuple juif dans le monde était plus jamais ça. Mais est-ce qu'on ne confond pas deux guerres quand vous dites ça? Le rattrapage, est-ce qu'il n'a pas lieu plus au Liban qu'à Gaza? On va parler évidemment de la situation à Gaza. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a... Alors là, il y a des raisons stratégiques à cela. C'est-à-dire que à Gaza, ils ont été totalement pris de court. Ils n'avaient pas de stratégie pour un scénario qui leur paraissait invraisemblable. Et la question est, en ont-ils une aujourd'hui? Alors au Liban, visiblement, ils ont. Au Liban, ils avaient des atouts qu'ils n'avaient pas et je dirais que pour les Israéliens, là, ils se sont retrouvés
dans l'affaire des beepers, le miracle technologique, l'ingéniosité leur a fait dire cette fois-ci nous sommes à la hauteur. Ouais. Et je crois qu'il y avait un élément de revanche presque personnelle. Les chefs de l'armée et de la sécurité étaient les mêmes, sont les mêmes aujourd'hui que ceux du 7 octobre. Et ils ne voulaient pas quitter l'histoire sans avoir pris une revanche sur leur humiliation personnelle et collective. Alors on reviendra sur cette comparaison entre les opérations au Liban et les opérations à Gaza, mais à Gaza, c'est une espèce de contre-exemple. On ne peut pas parler d'opération chirurgicale, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Agnès Levallois, le bilan est terrible. Alors le bilan est absolument effroyable, puisqu'alors on parle de 42 000 morts, mais probablement beaucoup plus, puisque ce chiffre correspond aux personnes qui ont été identifiées. Et donc on ne parle pas de toutes celles qui sont encore sous les décombres, de toutes celles qui vont mourir de blessures, parce qu'on n'a pas accès... Il y aurait environ 100 000 blessés. Hein, oui, il y a 100 000 blessés, donc il y a ceux qui, évidemment, qui ne vont pas pouvoir vivre, parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hôpitaux, les anesthésies se font... Enfin, les opérations se font sans anesthésie, enfin bon. Donc un bilan humain absolument effroyable. Les destructions, quand on voit l'ampleur des destructions de toutes les infrastructures, que ce soit évidemment les conductions d'eau, donc l'eau n'est plus potable, les écoles, les universités. Oui, on dit que c'est 95% des hôpitaux et des écoles qui ont été détruits. Voilà, qui ne sont plus en état de fonctionnement. 1 900 000 déplacés sur une population de 2 300 000. Et ces Palestiniens ont été déplacés en moyenne entre 8 et 10 fois depuis un an. Donc une situation quand même insupportable. Le nord de la bande de Gaza, qui maintenant est interdit à la population, une partie d'entre elles aimerait revenir vers le nord, mais ça n'est pas possible. Donc un territoire qui se réduit aussi comme peau de chagrin, on le rappelle, 360 km² pour une population dont on vient de donner le chiffre. Donc un territoire qui est complètement ravagé et rendant finalement la vie invivable au premier sens du terme. Comment vivre dans ces conditions? Avec, vous avez vu récemment, la crainte de l'épidémie de polio qui repart. Donc il y a eu heureusement un accord qui a été trouvé entre l'OMS et le gouvernement israélien pour permettre à ce que des doses de vaccins puissent rentrer dans la bande de Gaza. Donc on a une situation qui est proprement invivable, avec comme objectif, pour certains en tous les cas, dont le rêve est de faire partir les Palestiniens de cette bande de Gaza. Simplement, où peuvent-ils aller, puisqu'ils ne peuvent pas aller en Israël? L'Égypte ne veut pas non plus ouvrir sa frontière pour différentes raisons, sur lesquelles on peut revenir, et sinon, c'est bordé par la Méditerranée. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un conflit assez particulier, puisque même, je me rappelle, au pire moment du siège de la ville d'Alep en Syrie, il y avait quand même une possibilité de pouvoir partir, de pouvoir quitter cet enfer. Et il y avait des témoins, des journalistes témoins de ce qui se passait. Là, même à Mossoul. Oui, ce qui est terrible là, c'est ce blocus que j'appelle hermétique, parce qu'il est pratiquement hermétique, même si de temps en temps, quelques humanitaires arrivent à rentrer quelques jours, à repartir. Mais c'est vraiment un blocus qui fait que il est extrêmement difficile de savoir ce qui s'y passe. Et ça, c'est vraiment la volonté claire d'Israël qui ne veut pas qu'on puisse, que les journalistes ne puissent pas y aller comme ils aimeraient pouvoir y aller. Et quand j'ai rêvé, évidemment, le terme est trop fort, mais pour pouvoir rendre compte de ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle on a entrepris ce travail de ce livre noir, estimant qu'il était important d'essayer de documenter de la façon la plus factuelle possible. Et c'est vraiment pour moi un élément important de revenir aux faits et de pouvoir parler concrètement de ce qui se passe dans ce trou, ce qui est devenu Gaza, qui est devenu un trou noir, qu'il était déjà avant, parce que le blocus existe depuis 2007. Donc il a été évidemment renforcé après le 7 octobre, mais qui existait déjà. Et donc tout était déjà en place finalement pour que ce blocus soit vraiment hermétique. Jean-Marc Gonin, la stratégie de la guerre à huis clos, à votre avis, c'est un pari intelligent, pertinent, même s'il est... J'allais intervenir dans l'histoire de l'armée israélienne. Je crois que c'est la première fois qu'ils installent un tel blackout sur leurs opérations. Ce n'était pas leur habitude. Alors bon, il y a quelques voyages organisés, mais on sait ce que ça vaut. Ils avaient plutôt des méthodes américaines où on embarque des journalistes. D'ailleurs, ils l'ont fait un petit peu au début. Oui, ils l'ont fait quelques fois, mais jamais. C'était des excursions de quelques heures, et puis on repart et on les encadrait très, très fortement. Et finalement, sur le moyen terme, là, sur un an, est-ce que c'est un pari gagnant du point de vue des Israéliens? Je ne trouve pas, parce que toute information qui est diffusée depuis Gaza, sur Gaza plus exactement, est sujette à caution. Qu'elle vienne d'ailleurs
d'Israël, mais également des journalistes palestiniens. Il y en a qui sont excellents, on en a connu, on a utilisé comme fixeurs en allant sur place. Mais là, ils sont noyés dans une masse où on dit, sont-ils des agents du Hamas totalement victimes eux-mêmes. Ils sont victimes, il y en a eu plusieurs. Leur famille est en danger, ils sont en danger, donc ils n'ont pas... Il y en a plusieurs dizaines qui sont morts. 113 journalistes morts, comme depuis le début du conflit. Ouais, 113, oui. 113, exactement. Donc le blackout fait que toute l'information en conserve dont on dispose laisse toutes les spéculations ouvertes, et du point de vue du public en général et du monde entier, c'est quand même c'est un problème réel. Alors cette situation pose presque une question philosophique, parce que est-ce qu'une cause juste permet-elle d'avoir recours à tous les moyens? Dominique Moisy. Non, la réponse est non, clairement. Mais je crois que dans cette histoire tragique, les peuples sont victimes de la radicalité de ceux qui les dirigent. Alors, la population de Gaza du fait du Hamas, le peuple israélien du fait de l'orientation très droitière de son gouvernement. Et ce qui m'a frappé tout au long de cette année, ça a été le décalage entre la faiblesse des voix modérées et la violence et l'efficacité des voix extrêmes. Un des points centraux, c'est l'impuissance des grands acteurs internationaux, au premier rang desquels les États-Unis, à imposer la raison à leurs alliés principaux. Je crois que le point de départ, me semble-t-il, c'est le voyage immédiat, quasi immédiat, de Biden en Israël au lendemain du 7 octobre. Il prend tout le monde dans ses bras pour faire la preuve de son empathie la plus grande, et il part avec un avertissement solennel. Ne faites je pas suis les mêmes derrière erreurs vous, mais ne faites pas les bêtises que nous avons fait, nous, au lendemain du 11 septembre. Ne tombez pas dans le piège que l'extrémisme vous tend. Et, alors, on reviendra sur le manque d'influence du président américain dans toute cette affaire. Cyril Louis, juste un mot, vous connaissez bien la bande de Gaza. Est-ce qu'il y avait une autre stratégie militaire possible de la part d'Israël ? Il faudrait que vous me disiez quel est le but à atteindre. Et le but à atteindre, c'est celui que formulent les Israéliens, c'est d'anéantir ou de détruire la capacité de nuisance du Hamas et de libérer les otages. D'ailleurs, qui peuvent être deux buts de guerre potentiellement contradictoires. Libérer les otages, on a bien vu qu'il y a eu deux séquences, l'une au mois de novembre, où est intervenu un cessez-le-feu dans le cadre d'un accord entre le Hamas et Israël, négocié notamment par le Qatar, sous parrainage américain, où plusieurs centaines d'otages israéliens ont été libérés en contrepartie de l'élargissement de milliers de Palestiniens qui étaient détenus dans les prisons israéliennes. C'est un accord qui a été controversé, critiqué, notamment par la composante la plus droitière de la coalition israélienne. Il y a eu quelques opérations ciblées commando qui ont permis de libérer quelques otages, mais ça se compte pratiquement sur les doigts des deux mains. Ça veut dire en fait que la stratégie choisie par Netanyahou et son gouvernement, sa coalition, ne mettait pas en avant en priorité les otages. Voilà, manifestement, c'était en effet pas sa priorité, ou il a considéré en tout cas c'est d'ailleurs ce que lui reprochent les familles des survivants. Ne devait pas lui interdire ou l'empêcher de frapper l'appareil militaire du Hamas. Et pour ce qui est de la question de savoir si on pouvait adopter une autre stratégie pour détruire l'appareil militaire du Hamas, sans doute, mais il faut quand même rappeler que c'est très compliqué, parce que comme les Israéliens ne cessent de le rappeler, le Hamas est en effet installé au sein de la population civile, dans les mêmes édifices, dans les mêmes infrastructures, à l'exception des tunnels, bien sûr, que les combattants du Hamas se réservent. Et donc, ça aurait été très compliqué. Jean-Marc Gonin, vous le dites. Oui, une précision sur le Hamas, c'est quand même qu'à la décharge des Israéliens, ils se sont très vite aperçus
que quels que soient les représentants du Hamas à l'extérieur, la haute main sur la négociation, ou disons le final cut, la dernière décision revenait à Sinwar, c'est-à-dire le chef, celui de l'intérieur, celui qui combattait. Qui échappe toujours d'ailleurs à Israël au bout d'un an, semble-t-il. Et qui a contredit, semble-t-il, à plusieurs reprises, ce que la direction politique en exil avait convenu. Donc, je veux dire que la situation de la négociation n'était pas simple, et on peut penser que des chefs militaires se sont dit, bon, on n'y arrive pas, donc continuons. Agnès Levallois, est-ce qu'on peut envisager, quelle issue peut-on envisager à ce conflit à Gaza proprement dit? Quelle voie de sortie? Aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup, parce que pour une raison assez simple, c'est qu'on voit que le Hamas a encore quelques capacités, alors évidemment qui n'ont plus rien à voir avec celles il resterait une dizaine de milliers de combattants sur les 30 000 du départ. Quelques roquettes qui continuent à partir, ce qui simplement pour le Hamas est un moyen de montrer que les objectifs de guerre d'Israël n'ont pas été atteints. Donc on voit une situation aujourd'hui qui est complètement bloquée, c'est-à-dire que Netanyahou qui veut pas négocier, Sinwar, comme il est toujours là, on voit bien que lui aussi est dans une logique pour l'instant où il n'est pas question de reprendre les négociations, semble-t-il. En plus, c'est vrai que quand même celui qui négociait, même si effectivement la décision au bout de course revenait à Sinwar, Haniyeh, qui négociait pour le Hamas, a été assassiné par Israël lorsqu'il était à Téhéran. Donc c'est aussi un moyen enfin, je trouve que c'est un signal selon lequel on n'a pas forcément envie de négocier. Si vous éliminez la personne, même si elle est en difficulté dans la négociation, parce qu'effectivement la décision revient à Sinwar, mais il y a quand même eu un accord qui a été signé en novembre qui a permis la libération d'otages. Donc on voit bien qu'on est dans une situation qui peut paraître complètement folle, dans le sens où il y a des otages que Netanyahou dit qu'il voudrait les libérer, mais que toute la stratégie va exactement à l'encontre ou dément complètement les propos tenus, puisque vous assassinez celui qui est en charge de la négociation. Quand il y a eu ce premier accord de cessez-le-feu qui a permis la libération, après les négociations n'ont pas abouti. Alors je ne dis pas que la faute est uniquement du côté israélien, du côté palestinien, il y a du Hamas, parce qu'il faut faire la distinction bien évidemment. Il y avait sûrement aussi un blocage dans la négociation, mais on sent quand même que de la part d'Israël, il y a une volonté d'aller le plus loin possible. Et ça, je pense que la pression de l'extrême droite au sein de ce gouvernement pousse complètement dans ce sens. Alors, on ne va pas refaire l'histoire ou avec des si, mais avec une coalition qui aurait été beaucoup moins à droite que celle actuellement au pouvoir, je ne suis pas sûre qu'on aurait la même conduite de guerre et du coup le même résultat un an après. Ça, c'est un élément qui me paraît quand même extrêmement important à prendre en compte dans l'analyse. Dominique Moisy, les Israéliens ne veulent plus entendre parler du Hamas, ne veulent plus dialoguer avec le Hamas. On peut le comprendre. De notre côté, les Palestiniens, y compris de du Fatah et de l'OLP, de l'autorité palestinienne, disent qu'il faudra inclure le Hamas dans un éventuel dialogue israélo-palestinien. Ça veut dire c'est l'impasse totale au niveau du processus de paix. On oublie cette expression, cette formule processus de paix pour l'avenir prévisible. Oui, bien sûr. L'essentiel est de considérer que l'objectif reste toujours le même, que pour le moment, il n'y a au pouvoir, chez les Palestiniens et chez les Israéliens, des personnalités dont la vision stratégique de la paix comme priorité n'est clairement pas essentielle. Mais il y a un avenir, il faut aller au-delà. Et je pense qu'il existe chez les Palestiniens, comme chez les Israéliens, des minorités conscientes de leurs responsabilités historiques, qui savent du côté palestinien que Israël n'est pas la France en Algérie, qu'ils n'ont pas un ailleurs, qu'ils ne partiront pas et qu'ils sont supérieurs militairement, technologiquement, économiquement, intellectuellement, tout ce que vous voulez. Et que l'idéal de faire partir les Israéliens est un idéal à très long terme qui suppose le sacrifice de générations et de générations de Palestiniens. Et il y a du côté des Israéliens, de la même manière, des gens qui sont convaincus que la survie d'Israël à long terme passe par l'existence aux côtés d'Israël
d'un État palestinien dans des frontières sûres et reconnues. On ne les entend plus beaucoup, ceux-là, quand même. Mais on les entend encore. Ils sont minoritaires. Mais je me demande si on ne les entend pas plus dans nos médias à nous, occidentaux, que dans la société israélienne aujourd'hui. Non, je ne crois pas. Il y a d'ailleurs un mélange entre ceux qui se manifestent pour le sort des otages et ceux qui manifestent pour une alternative au gouvernement Netanyahou. Ce sont souvent les mêmes, mais il suffit de regarder en anglais le journal Haaretz pour voir que ces voix s'expriment dans la société israélienne. Et tous ceux qui dénoncent l'absence de démocratie en Israël ne comprennent pas la complexité et la différence, le fossé presque, qui peut exister entre les dirigeants et une société profondément polarisée, même si aujourd'hui, elle s'oppose à la solution des deux États, même si aujourd'hui, elle aussi, après le 7 octobre, a basculé dans une forme d'esprit de vengeance. Il ne faut pas éviter les mots et volonté de revanche. Mais je crois que l'essentiel, c'est de distinguer entre ce qui est possible aujourd'hui et ce qui est nécessaire demain. Et de ne pas oublier ce qui est nécessaire demain à partir de ce qui paraît impossible aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est impossible aujourd'hui et nécessaire demain, c'est de ne pas évacuer, de ne pas croire qu'on a évacué la question palestinienne. Tout à fait. Elle demeure centrale. Oui. Jean-Marc Gonin, là-dessus Deux choses, simplement, ce que vient de dire Dominique, le mot paix est quasiment banni en ce moment du discours israélien, c'est le mot sécurité qui triomphe. Oui. Donc c'est les Palestiniens, une affaire on n'entend pas beaucoup non plus le mot paix côté palestinien, de facto. Et côté palestinien, je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'il y a quand même une contamination du Hamas dans les territoires en Cisjordanie, qui n'augure pas et une extension de la guerre, il faut le dire aussi, bien sûr, en Cisjordanie, où il y a énormément d'incidents. En temps normal, on en parlerait plus, mais l'échelle des violences est telle dans la région que... Et l'affaire de Gaza... Le Liban et Gaza... L'affaire de Gaza a donné une aura au Hamas en Cisjordanie qui fait qu'il progresse aujourd'hui. Alors, juste un mot, paradoxalement, finalement, le Hamas aujourd'hui est vraiment en perte de vitesse dans la bande de Gaza, puisque la population subit les bombardements israéliens en raison de ces massacres du 7 octobre. Et en Cisjordanie, il y a le sentiment que grâce au Hamas, eh bien, on reparle de cette cause palestinienne, on a remis vraiment la question palestinienne à l'agenda international, même si c'est dans les pires conditions qui soient, évidemment, parce que personne ne pouvait souhaiter ça. Mais du coup, il y a un renversement qui est absolument saisissant quand on voit les sondages. Et pas très encourageant si c'est un regain de popularité du Hamas en Cisjordanie. Au-delà de ça, même si aujourd'hui le Hamas a vraiment le vent en poupe, si je puis dire, en Cisjordanie, je crois quand même qu'en Cisjordanie, et là il y a aussi une question de génération, il y a une jeune génération de Palestiniens qui n'est pas du tout en faveur du Hamas, mais qui a vu l'intérêt qu'avait représenté le Hamas dans ce que je viens de décrire. Mais le jour où il y aura des élections, c'est évident que tous ceux auxquels je pense, et beaucoup de Palestiniens, ne voteront pas Hamas, mais voteront pour autre chose, si cette autre chose que l'on peut souhaiter émerge. Et il y a des voix en Palestine, en Cisjordanie, qui existent, mais dans ce contexte actuel, elles ne sont évidemment pas audibles. Et j'ajouterais juste, si vous permettez, il est à craindre ou à attendre en tout cas que l'engouement pour le Hamas en Cisjordanie depuis le 7 octobre soit encore dopé, si je puis dire, par l'ampleur de la répression menée depuis maintenant des mois par l'armée israélienne dans un certain nombre de localités, notamment dans le nord de la Cisjordanie, dans les camps de réfugiés de Jenin, de Toul-Karem. Oui, et puis l'impunité aussi qui est assez garantie aux colons qui commettent des violences. Tout à fait. Contre les Palestiniens. Enfin, moi, je trouve que les images qui nous arrivent de Jenin ou de Toul-Karem, indépendamment du bilan humain qui est très élevé, beaucoup plus élevé que celui qu'on pouvait enregistrer dans les années où moi j'étais correspondant à Jérusalem, dans les années 2010, il y a un niveau de destruction dans ces villes qui est complètement délirant. C'est-à-dire qu'il y a des images qui sont tournées à Jenin, dont on a le sentiment qu'elles sont tournées à Gaza, avec des engins de chantier qui retournent le macadam, qui détruisent des bâtiments. Images dont... il est difficile de ne pas penser qu'elle reflète aussi, au-delà des préoccupations sécuritaires, un souhait de rendre la vie impossible pour les gens qui vivent dans ces camps de réfugiés.
Alors, il me semble que, on va en parler, mais est-ce que le Liban, les épisodes notamment depuis la fin septembre au Liban, ne sont pas une sorte de contre-exemple que nous fournit Israël sur peut-être ce qu'il aurait fallu faire à Gaza pour mener une guerre qui soit moins destructrice, ravageuse, puisque finalement, bon, il y a beaucoup de victimes collatérales au Liban. On estime qu'il y a 2000 morts au Liban depuis un an et environ 1 millier depuis l'intensification de ce front il y a un mois. Mais tout de même, manifestement, les Israéliens ont bénéficié d'un renseignement de bien meilleure qualité au Liban, quitte à d'ailleurs peut-être avoir des espions dans l'entourage du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pour l'avoir tué sans coup férir au premier essai, avoir décapité pratiquement tout l'état-major du Hezbollah. Enfin, est-ce que vous ne voyez pas entre ces deux guerres, ces deux fronts qui sont distincts, Agnès Levallois, une espèce de démonstration par l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire à Gaza ou de ce qu'il aurait fallu faire à Gaza? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je crois, au Liban, et c'est vraiment une différence énorme avec la guerre qui est menée à Gaza, c'est que depuis 2006, l'opération militaire israélienne au Liban et l'armée israélienne qui a été obligée de partir au bout de 33 jours sans avoir atteint ses objectifs, a quand même été un choc pour l'armée israélienne de l'époque. Et depuis, l'armée israélienne prépare des plans pour éventuellement pouvoir laver quand même cet affront, cette humiliation à l'époque, puisque le Hezbollah était apparu comme un grand vainqueur, même s'il faut vraiment relativiser les cris de joie à l'époque, parce que le pays avait été quand même sérieusement détruit. Mais il y a eu quand même cette rhétorique qui a été élaborée par le Hezbollah, comme quoi il avait réussi à faire partir l'armée israélienne. Donc il y avait une préparation depuis de nombreuses années de la part des Israéliens pour viser les installations du Hezbollah. Et cette opération préparée depuis plus d'1 an, des beepers et des talkie-walkie, qui est quand même spectaculaire. Et il y a eu un autre élément, c'est que le Hezbollah est allé en soutien à l'armée de Bachar el-Assad en Syrie. Et toutes les mesures... Vous pensez qu'il s'y est affaibli ? Alors, il y a deux choses. Le fait qu'au Liban, les responsables du Hezbollah faisaient très attention à leur sécurité en prenant des mesures de précaution. Lorsqu'ils sont allés en Syrie, ils n'ont pas pris les mêmes mesures de protection, mais ce qui n'a pas empêché Israël de faire son travail, c'est-à-dire de repérer quels étaient les responsables du Hezbollah qui étaient en Syrie. Et il y a eu toute une accumulation de renseignements humains et technologique grâce aux satellites, qui a vraiment permis à Israël d'avoir une photographie bien plus complète et précise de qui était le Hezbollah pour pouvoir l'attaquer au moment où Israël estimait qu'il était dans son intérêt de le faire. Et donc je pense que ces différents éléments ont permis de mener une opération qui a obtenu les résultats. Mais alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de victimes civiles au Liban qu'il y en a à Gaza, et heureusement, et j'espère que ça va durer. On voit qu'effectivement, il y a des assassinats beaucoup plus ciblés, ou en tous les cas, il y a une connaissance du terrain qui fait que... Mais le terrain aussi n'est pas du tout le même entre le Liban et la bande de Gaza. Donc, oui et non, parce qu'il y a moins de densité de population. En tout cas, quand les frappes aériennes israéliennes se sont vraiment intensifiées il y a 3 semaines dans le sud du Liban, instruction a été donnée aux habitants de ces villages de partir se réfugier au nord du Litani, ce qu'on peut imaginer qu'un grand nombre d'entre eux en fait. Et donc, le Litani, c'est la rivière, on voit la marque sur la carte. Qui coule à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière avec Israël. Et donc, on a le sentiment, même si on n'a pas directement accès dans l'immédiat à ces villages, que ce sont des zones moins densément peuplées que ne l'est la bande de Gaza. Il y a aussi beaucoup de frappes à Beyrouth. Et il y a la possibilité pour les habitants du sud du Liban de fuir ce que les habitants des villages et des villes de la bande de Gaza n'ont pas eu. Ouais. Et puis les frappes de Beyrouth ne sont pas de même nature. C'est-à-dire, hormis ce qui s'est passé à Daïa, où on a envoyé 85 bombes de 900 kilos, là, on est dans quelque chose d'exceptionnel. Mais le reste des frappes, ça n'a rien à voir avec ce qui est largué sur Gaza. Dominique Moïse. Non, plusieurs choses. La première, c'est que le Hezbollah a été puni par où il a péché. Dans sa collaboration avec le régime de Bachar el-Assad en Syrie, il s'est exposé. Il n'a pas, vous l'avez dit fort justement, utilisé les mêmes mesures de sécurité. Et il a été victime de la corruption qui pouvait exister en Syrie, dans le régime même d'Assad.
en Iran, on le voit, et donc plus il élargissait son champ d'action, plus il devenait vulnérable. Et c'est exactement ce à quoi nous avons assisté au cours des dernières semaines. Alors maintenant, il y a le terrain qui est complètement différent. Gaza, cette prison à ciel ouvert, c'est vraiment minuscule. Et les tunnels, c'est le réseau du métro à Paris. Et il y avait une volonté systématique du Hamas de se cacher derrière des hôpitaux, derrière des écoles, sous des hôpitaux, sous des écoles, avec l'idée qu'il créait des faits accomplis qui rendraient toute paix un jour impossible de par l'intensité des pertes que subirait la population palestinienne. Donc il jouait la politique du pire et quelque part les Israéliens sont tombés dans ce piège sans beaucoup de gants. Donc je crois que la situation est différente. Et puis, quand même, au Liban, vous avez une polarisation de la société, des divisions profondes. Je ne suis pas sûr que les Israéliens aient raison en disant les Libanais sont derrière nous, ils vont se libérer du Hezbollah, nous leur apportons ce qu'ils attendent depuis toujours. C'est un thème qui revient de plus en plus dans la communication des Israéliens. Et je pense que c'est une vision manichéenne et schématique qui ne correspond pas du tout à la réalité, qui est infiniment plus complexe. Bien sûr, il y a la volonté de se réjouir de l'affaiblissement du Hezbollah, mais à quel prix, à quel coût? Et donc, il y avait cette phrase, on n'aime pas les libérateurs bottés qui arrivent avec des baïonnettes pour vous libérer. Là, c'est pas des baïonnettes, ce sont des bombes. Juste un mot. Oui, cette idée qu'une partie de la population libanaise, peut-être singulièrement les chrétiens, attendraient impatiemment l'arrivée des Israéliens, ou en tout cas la chute du Hezbollah provoquée par les bombardements israéliens, est assez largement démentie à ce stade. Les choses peuvent évoluer, mais est assez largement démentie à ce stade par ce que racontent les journalistes sur place, qui font notamment écho de démonstrations de solidarité assez fortes entre les différentes communautés. On avait un reportage dans le Figaro il y a quelques jours racontant comment la population sunnite de Tripoli, donc au nord du Liban, accueille des réfugiés sunnites qui viennent du sud, alors que sunnites et chiites se sont heurtés les uns contre les autres ces dernières années en périphérie de la guerre en Syrie. En fait, la grande inquiétude des Libanais, et on le voit maintenant avec l'évolution de la guerre. Dans un premier temps, certains ont été très contents de la disparition de Nasrallah, parce qu'effectivement, Nasrallah a embarqué le Liban dans cette guerre et dont beaucoup de Libanais ne voulaient surtout pas. Simplement, une fois que cette guerre va très loin et atteint même Beyrouth même, pas simplement à la Dahieh, ce qu'on appelle la banlieue, mais va maintenant au cœur de Beyrouth, là, il y a quelque chose qui n'est plus acceptable, quelle que soit l'appartenance communautaire et confessionnelle dans ce pays, qui est effectivement un marqueur très important et de par ses identités. N'oublions pas que les chiites sont la plus grande minorité aujourd'hui au Liban, la plus importante. Les gens savent que demain, de toute façon, ils seront là et qui feront partie d'un partage de pouvoir demain. Avec le Hezbollah, pratiquement ne représente pas 100% des chiites libanais. Enfin, c'est le parti dominant chez les chiites. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Venons-en à l'onde de choc internationale de cette crise, de ces multiples crises. Tout de même, Israël a subi un certain nombre de revers diplomatiques avec des pays qui ont décidé d'arrêter leur livraison d'armes. Certains autres ont reconnu un État palestinien de manière unilatérale. Finalement, est-ce que ça a un impact ou pas du tout, Dominique Moïsi? Je le crois. Vous croyez? Je crois. Israël, au jour d'aujourd'hui, sort plus fort militairement parce que ses adversaires les plus radicaux sont beaucoup plus faibles, qu'il s'agisse du Hamas et du Hezbollah. Mais le coût de cette victoire militaire est diplomatiquement, éthiquement, politiquement considérable. Et je crois que... C'est-à-dire, vous voyez un pays plus isolé qu'il n'était? Je vois un pays
en apparence plus puissant, plus uni et beaucoup plus isolé. Et une des conséquences majeures quand même de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est le renforcement de l'antisémitisme dans le monde. Donc un pogrom a ouvert, à partir de la réponse qui lui a été fournie, Ce qui est un terrible, affreux paradoxe. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que les victimes, un an après, paraissent plus haïssables. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de voile qui a été levé, les tabous sont tombés. On le voit particulièrement à l'extrême gauche, où certains propos sont tout simplement ignobles et montrent une sorte de culture de haine qui l'emporte sur toute volonté d'empathie avec les victimes, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, et contraire à l'esprit qui devrait être le nôtre. C'est peut-être quelque chose que Benjamin Netanyahou commence à prendre en compte quand on voit la virulence de sa réaction, par exemple aux déclarations d'Emmanuel Macron du week-end dernier, lorsqu'il dit qu'il faut peut-être envisager d'arrêter les livraisons d'armes utilisées à Gaza. La réaction est très très vive côté Netanyahou, côté israélien. On parle, c'est une honte de dire une chose pareille, il faut choisir votre camp. Oui, on pourrait dire que c'est un peu traditionnellement sa manière de faire. Quand il prend un coup, il en rend immédiatement un, de préférence plus fort. Mais est-ce que c'était un coup porté au gouvernement israélien ou de dire il faut peut-être arrêter les livraisons d'armes en tout cas, utilisées à Gaza? C'est que ça a été perçu comme un coup symbolique. Et de la part d'Emmanuel Macron, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu là une manifestation de mauvaise humeur à la veille du 7 octobre. Il a bien expliqué que la France ne livre pas ou quasiment pas d'armes à Israël, donc il n'y a pas d'enjeu immédiat pour lui. Ouais. C'était plus une forme de recommandation qu'il dispensait aux alliés occidentaux d'Israël. Je pense que ce qui inquiète là-dedans Benjamin Netanyahou, c'est qu'il n'est probablement pas surpris de voir monter parmi ce qu'on appelle les pays du Sud, évidemment les pays arabes, mais aussi les pays du Sud plus largement, une critique assez virulente de la façon dont Israël mène cette guerre. La nouvelle donne depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est que les alliés occidentaux d'Israël, les États-Unis, mais surtout les pays européens, se retrouvent sous une pression croissante, non seulement de leur opinion publique, mais aussi de tous ces pays du Sud qui ont quand même une voix, et une voix de plus en plus structurée au sein des BRICS et d'autres organisations, qui accroissent la pression et qui demandent en quelque sorte des comptes à ces capitales occidentales en leur disant « Mais comment pouvez-vous formuler des principes, d'une part, et d'autre part, continuer de soutenir Israël dans la guerre qu'elle livre à Gaza ». C'est une bonne question, d'ailleurs. On vous la pose, Dominique. La première, c'est qu'il s'exprime au moment du sommet pour la francophonie. Donc, il parle aux pays du Sud et leur dit « Je vous ai compris ». Donc, il y a cette volonté en même temps, très macronienne. Mais pourquoi Netanyahou réagit avec tant de force? C'est qu'il a peur, non pas de l'absence des armes françaises, mais de la contagion que cela peut représenter. Et il a absolument besoin d'un soutien international militaire. Le problème, c'est que l'Europe a été largement aux abonnés absents pendant toute cette crise, mais elle ne peut pas forger une position commune. Il y a d'un côté l'Allemagne, qui est toujours prisonnière de son histoire et de son remords. Il y a des pays populistes, type l'Autriche et l'Hongrie, qui sont plutôt antisémites, mais fondamentalement derrière Netanyahou. Il y a des pays qui, comme l'Italie, sont plutôt entre l'Allemagne et la France, qui conservent des relations privilégiées avec... donc c'est ça la complexité de la situation. Agnès Levallois, est-ce que c'est pas finalement terriblement compromettant pour les Occidentaux d'être associés à tort ou à raison
à cette guerre et à la façon dont elle est menée? Oui, bien sûr. C'est bien toute la difficulté, d'ailleurs, pour des pays occidentaux, de se situer par rapport à ça. Et je pense que la réaction aussi de Netanyahou, moi, je la relierai aussi à toutes les démarches qui ont été entreprises par l'Afrique du Sud en particulier, devant la Cour internationale de justice et devant la Cour pénale internationale. Il y a un mandat potentiellement qui pourrait potentiellement viser Benjamin Netanyahou. Oui. Et toutes les enquêtes qui ont été menées par la Cour internationale de justice pour condamner la colonisation, ce sont aussi des éléments qui, je crois, quand même, finissent par inquiéter Israël, même si Israël balaye d'un revers de main toutes ces enquêtes, considérant qu'il n'est pas concerné par cela. Mais je crois que quand même, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et cette déclaration de Macron, même si, effectivement, on se dit que le moment choisi, alors évidemment, c'est dans le cadre de la francophonie, mais la veille de la commémoration du 7 octobre, ne peut que provoquer une réaction très forte de la part de Netanyahou, mais je pense que ça fait partie de cet ensemble, de ces démarches CPI, CIJ, la reconnaissance de l'État palestinien par certains États européens, même si là encore, en apparence, il y a eu des déclarations très fortes de Netanyahou selon lesquelles ça ne le concerne pas, mais je pense quand même qu'en termes d'image et d'isolement d'Israël, ça veut dire quelque chose, et à mon sens, ça explique aussi la force de sa réaction. Jean-Marc Gonin, est-ce que les Occidentaux peuvent échapper à cette accusation d'avoir 2 poids, 2 mesures, notamment vis-à-vis de la guerre de Poutine en Ukraine? Non. Je pense que les Occidentaux sont dans une mauvaise passe avec cette affaire-là. Et on n'en sortira pas parce que personne... en plus, là, on est dans une campagne électorale américaine en ce moment. Donc, le chef de file des Occidentaux est complètement bloqué vis-à-vis d'Israël, ne peut pas changer de position, voire même l'amender aux abords. C'est impossible. Et donc, en plus, il y a l'image de Netanyahou elle-même qui nuit à Israël parce que lui-même... On le sait maintenant, le monde entier sait que s'il chute, il va se retrouver devant un tribunal. Et puis l'image de sa coalition, qui est quand même une coalition où il y a des gens racistes, suprémacistes juifs qui veulent recoloniser Gaza, etc. Donc c'est pas une publicité pour l'État d'Israël qui, jusqu'ici, se vantait d'être la seule démocratie de la région. Je voudrais juste, pour finir, vous citer un extrait d'un témoignage qui figurait dans le Figaro Magazine la semaine dernière, où une Israélienne disait « Il nous faut comprendre que ce sera la guerre pour toujours ». Et puis il y a ce titre de Foreign Affairs, la revue Foreign Affairs, qui dit que la guerre, on est plus proche du début que de la fin de cette guerre. Est-ce que, très très vite, puisqu'il nous reste 20 secondes, vous pensez qu'on est plus proche du début que de la fin de cette guerre? Le sentiment d'une guerre sans fin actuellement. Cyril Louis. Je ne sais pas, mais ce que je sens, c'est que les Israéliens ne voient pas comment sortir, si je puis dire, par le haut de cette situation. Dominique Moisy, vous qui êtes souvent optimiste, est-ce que sur ce dossier-là, vous l'êtes? Non. Non. Jean-Marc Gonin. Moi, j'ai du mal à croire à une confrontation avec l'Iran, mais en ce moment, on en prend le chemin. Ouais. Eh bien, ça sera l'objet d'un prochain épisode du club Le Figaro International. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous les 4. Je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.